Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors cette rentrée et ces retrouvailles, certains d'entre vous n'avaient peut-être pas revu physiquement leurs collègues depuis de longs mois. Je m'apprête personnellement à aller au salon RH la semaine prochaine. Un salon avec plein de gens. Oh, je suis toute excitée. D'ailleurs, si vous allez y faire un tour, faites-moi signe. Je vous offre un café ou un thé. Bon, perso, je suis plutôt thé. En attendant, je vous propose de faire un saut dans le futur à 8-10 ans et de vous donner quelques clés pour pouvoir à la fois anticiper, mais surtout créer le futur souhaité et souhaitable pour votre organisation. Loin des diktats et des courants de pensée à la mode ou du prêt-à-penser. L'avenir est incertain. Il nous paraît aujourd'hui même parfois à court terme plus incertain que jamais. Et c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on a la main dessus. J'ai d'ailleurs lu pas mal d'ouvrages là-dessus cet été, dont un sur notre pouvoir de changer le futur, par nos intentions. Bon, je dérive. Je vous en parlerai une autre fois. En attendant, je vous laisse avec Mathieu Griffoul, futurologue, ambassadeur du futur, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger sur le sujet. Merci d'avoir répondu présent pour cet épisode du podcast de la rentrée. Un épisode où on va proposer à nos auditeurs de se projeter dans le futur pour éviter de se remettre tout de suite la tête dans le guidon, pour continuer à regarder un petit peu plus loin, profiter de cette énergie des vacances. Alors Mathieu, pour commencer, peut-être que vous pourriez vous présenter pour nous expliquer un petit peu qui vous êtes et quel est votre métier. Oui, j'ai 46 ans, je suis pacsé, papa d'un petit garçon de 5 ans et demi. Je suis diplômé de l'ESSEC. J'ai d'abord une partie de ma carrière consacrée au métier du conseil, qui m'a permis de travailler sur des problématiques stratégiques, sur des plans de transformation également à l'échelle d'entreprise. Je me suis ensuite engagé dans un projet entrepreneurial en créant et en manageant un studio d'innovation au sein duquel j'ai travaillé avec des sociologues, des designers et avec lesquels on a prototypé, créé de nouveaux produits, services, expériences au service de stratégie digitale. Et puis ça fait maintenant un peu moins de 10 ans, 8 ans pour être tout à fait précis, que j'explore justement ces futurs au pluriel, on reviendra peut-être sur ce terme, pour mes clients. C'est-à-dire que j'imagine avec eux, pour eux, des futurs plausibles, possibles, désirables ou moins désirables, à l'échelle de leur industrie, de leur entreprise ou d'une gamme de produits. Voilà, donc très concrètement, si je prends aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je travaille sur le futur des ingrédients cosmétiques, sur le futur de l'eau potable, le futur du travail. Et aujourd'hui, pourquoi on me demande de travailler sur ça? Eh bien, c'est simplement pour ensuite identifier à travers ces futurs plausibles de nouvelles opportunités, de nouveaux territoires, et de permettre à mes clients, aux hommes et aux femmes qui sont mes interlocuteurs, de faire des choix audacieux susceptibles de disrupter leur marché. D'accord. Et alors, quand on se projette sur le futur, la première chose, ça veut dire quoi le futur? C'est à quel horizon? Alors, c'est une bonne question, c'est une question qui revient souvent. Moi, le parti pris, c'est de travailler sur un horizon plutôt de 8 à 10 ans. Alors, c'est un horizon qui est intéressant parce qu'il est à la fois lointain et à la fois proche. Et c'est un horizon sur lequel les entreprises, finalement, ont capacité de travailler. Alors, d'abord, c'est un horizon qui est suffisamment lointain pour permettre à l'entreprise de ne pas être prisonnière des orientations stratégiques, des décisions qu'elle peut prendre, de ses trajectoires. Et donc, ça lui permet d'être assez ouvert, d'être même créatif par rapport à ces futurs-là. C'est suffisamment lointain également pour lui permettre, si elle le souhaite, d'infléchir finalement ses propres trajectoires en générant un certain nombre d'investissements. Et puis, c'est suffisamment proche pour que toutes les projections que l'on fasse soient plausibles et pas simplement farfelues. C'est suffisamment proche pour que finalement, quand on parle de technologie, vous savez, les technologies à 8-10 ans, on les connaît aujourd'hui. Ce qu'on ne connaît pas bien, ce sont les usages que ces technologies vont rencontrer. Et donc voilà, donc c'est aussi un moyen, un horizon de temps qui nous permet de pouvoir parler de choses qui soient inspirantes, acceptables et actionnables, comme je le dis souvent, pour mes clients. D'accord. Et alors, autre chose, donc c'était à quel terme on se projette, mais aussi pourquoi c'est utile de se projeter?
Alors moi, j'ai la conviction qu'une entreprise, elle a deux impératifs. Le premier, c'est de tirer parti un maximum de son business model actuel, hein, pour satisfaire ses clients, pour générer de la rentabilité, payer des actionnaires, embaucher des collaborateurs. Je crois qu'elle a un deuxième impératif, c'est celui d'anticiper les business de demain et d'après-demain, ceux qui vont émerger à 5 ans, voire à 10 ans, et qui sont susceptibles de remplacer petit à petit leurs activités traditionnelles. Et ça, je pense que cet impératif, il est important lorsqu'on parle de durabilité, de résilience, de pérennité de l'entreprise. Je crois que cet impératif-là, pendant beaucoup de temps, les entreprises l'ont perdu de vue. Elles l'ont perdu de vue. Il y a des explications à cela et c'est multifactoriel, mais je crois que les dirigeants ont d'abord été préoccupés par pas mal de crises depuis le début du XXIe siècle. Et puis je crois qu'il y a eu une focalisation sur une course à l'armement digital pour les entreprises pour ne pas se laisser distancer par rapport au GAFA ou par rapport à d'autres intervenants. Je crois qu'avec la pandémie, et moi c'est ce que je constate tous les jours depuis maintenant pas mal de mois, on retrouve l'intérêt de cette réflexion sur le long terme et finalement c'est une démarche qui me semble être assez adaptée en ces temps d'incertitude, d'imprévu. D'abord, c'est que ça permet de se préparer à cet avenir complexe justement et de rendre l'entreprise future-proof. J'ai en tête, pour être tout à fait concret, un client avec lequel j'avais travaillé il y a quelques années. C'était un acteur de l'industrie énergétique, de l'énergie, pardon, et avec pour lequel on avait imaginé avec mes partenaires un monde post-pandémique. Dans les conséquences, c'était une forme de démondialisation, de régionalisation, avec des fermetures de marché, avec la fermeture de certains bassins d'approvisionnement. Et c'était en 2018, donc on était encore loin, je dirais, du Covid. Alors, je vous donne pas cet exemple-là pour vous dire qu'on était frappé finalement de divination stratégique, mais simplement pour vous dire que l'entreprise avait accepté de travailler dans ce scénario qui pouvait paraître assez farfelu à l'époque, et ça lui a permis au niveau de l'organisation de se poser des bonnes questions, de se dire comment on pourrait continuer à fonctionner, comment il faudrait qu'on s'adapte dans nos modes de fonctionnement, de mode de management, alors qu'on était une entreprise très en réseau, comment il fallait qu'on ajuste pour pouvoir continuer à tirer parti de nos assets, de nos actifs et continuer à croître dans ce monde-là. Eh bien, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on peut réfléchir au futur, c'est aussi de s'autoriser à imaginer des futurs peut-être moins désirables, mais de se préparer donc à des chocs ou en tout cas à des choses auxquelles on n'aurait pas prévu, en tout cas dans le plan stratégique. Mais je crois qu'il y a une deuxième raison et qui est la raison qui nous anime plus que finalement la résilience, c'est que à l'heure où on parle finalement de transformation de modèle économique pour aller vers un modèle plus durable, à impact positif, je crois que c'est une démarche qui est très adaptée parce que elle permet, à travers les travaux qu'on mène, de prendre conscience que des scénarios que l'on imagine, qui là pour le coup sont désirables, eh bien, ce sont des scénarios qui sont susceptibles d'advenir. C'est-à-dire que on permet, grâce au travail qu'on fait, de faire prendre conscience à nos interlocuteurs au sein de l'entreprise que le monde peut être différent de tel qu'il est aujourd'hui, qu'on n'est pas forcément prisonnier d'une alternative qui serait celle que l'on nous donne aujourd'hui entre un futur technocentré sino-américain et un no futur des collapsologues. Ça permet donc de prendre conscience, encore une fois, que les entreprises, nos interlocuteurs avec leurs équipes, ils ont le pouvoir de bâtir un autre futur et un futur qui concilie ce qu'on appelle le people, le planète et le profit pour un impact positif. Et du coup, quelque part, de dépasser les croyances, à la fois les croyances sociétales, puisque là c'est ce qu'on nous raconte, mais à la fois les nôtres. Et puis, j'ai l'impression aussi à vous entendre, de dépasser un peu des peurs. C'est-à-dire que parfois, il y a des scénarios du futur qui sont un peu flippants, on va dire ça comme ça. En tout cas, qui sont pas rassurants, qui peuvent toucher les cordes sensibles à tout niveau. Et du coup, quelque part, c'est de prendre la main dessus, quoi. C'est de se dire, voilà, après tout, il y aura peut-être cette forme de réalité. Comment est-ce qu'on va la gérer? Parce que finalement, c'est vrai qu'on dit toujours que face à l'événement, ce qui compte, c'est pas l'événement, c'est la façon dont on y réagit, en fait. Dont on agit autour de l'événement. Oui, c'est une démarche qu'on pourrait qualifier de très performative, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'engage, eh bien on met en mouvement son collectif dans l'entreprise et on prend en main finalement le futur de son entreprise et on n'est pas simplement en réaction par rapport à une évolution de son environnement stratégique. On décide aussi de faire advenir ce futur-là ou en tout cas une partie de ce futur-là en fonction de la culture d'entreprise, son ADN, de sa capacité à pouvoir évoluer à travers ces opportunités qui vont se dégager. Et alors du coup, sans dévoiler tous les secrets, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, en quelques étapes, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on travaille sur ces futurs?
Oui, tout à fait. Alors, nous, on utilise une démarche qui est à la fois très analytique et à la fois une démarche créative, imaginative. Donc, on va jouer sur un certain nombre d'outils. Je dirais que si je prends la première partie, donc qui est très analytique, elle se compose en trois parties. La première, c'est être capable, je dirais, avant de penser marché, avant de penser innovation, d'être capable de comprendre les pratiques, les routines, les croyances de vos clients, notamment les clients les plus extrêmes, parce qu'on pense que c'est dans les marges que se construise le futur mainstream. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était se dire que avant de penser l'environnement, évolution de l'environnement stratégique, il faut penser l'évolution du monde. Or, dans les 10 prochaines années, le monde va connaître des bouleversements dans ses composantes majeures sur l'environnement, l'éducation, la santé, la démographie, et j'en passe. Donc, il faut bien être capable de comprendre le monde dans lequel on va vivre, en tout cas les évolutions majeures qui vont peser sur nos sociétés, sur nos territoires. Et le dernier point, c'est évidemment la chaîne de la valeur et s'interroger sur les innovations qui vont apparaître d'ici 3 ans, des évolutions qui vont apparaître de 3 à 5 ans et au-delà de 5 à 10 ans, en allant regarder à la fois ce qui se passe dans les portefeuilles d'innovation des concurrents, dans les startups, mais également dans les centres de recherche, centres de création, y compris dans la culture populaire comme la science-fiction. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on le combine en fait et on crée des scénarios. C'est un exercice qui est évidemment peu courant dans l'entreprise. Ces scénarios, ce sont des archétypes de futur. Ce sont des lignes de fuite, ce qui nous permet finalement voilà, d'introduire une brèche dans nos imaginaires. Et ces scénarios-là, ce qui est très important dans la démarche, c'est de les matérialiser. C'est-à-dire qu'on va les visualiser, on va les rendre visuels. On va créer des produits, on va créer des services, on va créer des lieux qui incarnent ces futurs-là et qui permettent à nos interlocuteurs de prendre conscience que ces futurs peuvent tout à fait advenir, que ce ne sont pas simplement des vues de l'esprit. Et ça, on le fait grâce à cette capacité de passer du concept à l'affect par la matérialisation. Et une fois qu'on a terminé de cette matérialisation, je crois que tout le monde est assez aligné, tout le monde a envie, quelque part d'en découvrir, en tout cas de savoir finalement de faire cet exercice de backcasting, de rétro-engineering et de se dire quels sont les futurs qui me sont les plus désirables, comment me préparer aux futurs les moins désirables. Et dans ces cas-là, on fait un exercice qui nous permet de revenir à l'horizon du plan stratégique et quelque part même à l'horizon des 18 mois pour s'engager, pour prendre des premières actions, pour orienter ses investissements. En fait, c'est une visualisation structurée, si j'extrapole. C'est-à-dire qu'en fait, on va construire le futur qu'on imagine. On va lui donner forme pour le visualiser. Oui. Pour le rendre réel, pour quelque part se projeter vraiment dessus. Oui. Et à partir de là, on va détecter comment agir, en fait. Absolument. La visualisation, la matérialisation, elle est importante. On emprunte ça à une approche qui a commencé à être connue et reconnue en France, qui s'appelle le design fiction, le design spéculatif, et effectivement qui vient du monde du design. Donc c'est bien cette notion de matérialisation, cette notion de toucher également, voilà, de mieux comprendre non pas par l'intellect mais par l'affect, par les sens, par les émotions. Et je crois que quand on s'adresse à un comité de direction, quand on s'adresse à un collectif plus large, le fait de passer par ces matérialisations, par cette visualisation, effectivement, ça permet de lever un certain nombre de doutes sur la démarche, de lever les certitudes justement que l'on avait jusqu'à présent sur l'évolution de son environnement stratégique et d'aligner ce collectif sur ce que le futur pourrait être, en tout cas tel qu'il pourrait être différemment. Et c'est vraiment, je crois, un élément clé. Souvent, nous, les entreprises aimeraient bien juste s'arrêter quand on s'adresse à un comité de direction ou à une direction générale, finalement simplement au scénario, en disant c'est bon, j'ai mes 3-5 scénarios. Et nous, on pousse beaucoup à aller le cran plus loin parce que c'est vraiment ça qui permet d'enclencher une action et un mouvement au sein de l'entreprise. Oui, mais c'est des choses qui sont assez connues dans d'autres démarches, hein, même dans des démarches plus de développement personnel. Puisque en fait, tant qu'on n'a pas projeté, tant qu'on n'a pas concrétisé, on comprend pas comment agir. Donc ça me paraît assez cohérent effectivement de donner corps à ça, surtout que. Et globalement, est-ce que vous avez assez de recul pour voir si les futurs sur lesquels vous avez pu travailler ces dernières années, voilà, les premières actions qui ont été mises en œuvre ont permis de faire évoluer l'entreprise dans le bon sens ou... Oui, je me souviens d'avoir travaillé il y a quelques années avec un acteur de l'assurance sur le futur de l'assurance automobile.
qui n'avait pas engagé des actions tout de suite concrètes à l'issue de la mission, mais qui finalement récemment, quand je l'ai recroisé il y a 2 ans, me disait que c'était toujours autant d'actualité et cette fois-ci s'engager à travers son nouveau plan stratégique dans ces directions-là. Donc c'est plutôt positif, ça veut donc dire qu'il y a des actions, il y a quelque chose qui se passe, il y a un mouvement, je crois que c'est ça le plus important. Voilà, et récemment dans le domaine de l'agroalimentaire, travailler également sur le futur de l'eau potable, avec des acteurs qui se focalisaient évidemment sur l'eau embouteillée ou sur des systèmes de filtration, où là on a vu qu'il y avait des actions concrètes au niveau stratégique pour aller investiguer, explorer d'autres territoires d'opportunité au niveau marketing, au niveau stratégique, et j'espère que ça débouchera évidemment sur de nouveaux produits, de nouveaux services, et peut-être nouveau repositionnement de l'entreprise par rapport à un futur que l'on souhaite à impact évidemment positif. Non mais c'est intéressant parce que je pense que ça nous permet aussi de sortir d'une attitude parfois un peu bloquée. Enfin voilà, en ce moment avec le flot d'incertitudes, les choses qui changent tout le temps, on peut assez vite se retrouver entre guillemets dans l'inaction. Alors je parle pas de l'inaction à court terme parce que dans ces cas-là on suragit, mais on suragit sur le court terme, mais finalement on agit peu à profit du long terme. Donc j'y vois une vertu à nous emmener sur une destination sur laquelle on va décider d'agir et du coup à pas nous laisser prendre dans la tempête du court terme et à essayer aussi de poser des jalons à plus long terme, voire de faire du tri dans nos actions, puisque parfois aussi quand on est un petit peu bloqué un peu dans l'incertitude, on suragit, on fait beaucoup de choses, mais finalement on fait sans doute beaucoup de choses pas très utiles pour le futur en fait. Donc ça permet aussi, j'imagine, de pouvoir avoir ce filtre et ce regard. C'est très intéressant, Delphine, ce que vous dites, parce que il y a pas forcément en France ou en Europe, mais si on regarde comment fonctionne en Chine un certain nombre d'entreprises ou même le gouvernement, quand on regarde d'ailleurs ce qui a fait les succès des GAFA, on s'aperçoit qu'ils savent jouer sur les 2 horizons, c'est-à-dire parfaitement bien, c'est-à-dire à la fois le long terme, avoir une vision, savoir où on a envie d'aller, raconter une histoire également, un imaginaire et le partager à ses collaborateurs, ses actionnaires et ses clients, et une grande capacité d'action, je dirais, et de mise en mouvement très concrètement à très court terme. Et ils arrivent à jouer sur ces 2 horizons-là. Et finalement, le plan stratégique, auquel nous on croit énormément, notamment en Europe et en France, ce sont des outils qu'ils utilisent assez peu finalement ces acteurs-là. Or, c'est aujourd'hui finalement des leaders. Ça doit nous dire aussi quelque chose sur le bien fondé de cette capacité à travailler à la fois sur le très court terme, la capacité de réaction, la mobilisation, l'agilité dont on parle dans les entreprises, et cette capacité à long terme pour avoir encore une fois une vision et être capable de la partager plus globalement. Ah, effectivement. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu. Merci, Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.